Bonjour. Échocardiographie d'urgence, petit modèle pour acquérir les bases avec un échographe ultra portable, débrouillage de la fonction cardio-thoracique avec un appareil ultra portable. On va essayer de vous donner les bases avant ensuite dans un autre module de vous donner des présentations de cas cliniques et de pathologies qui pourront vous être utiles. Alors là, vous voyez que le patient est correctement allongé, non, ce n'est pas tout à fait le cas. Notre ami Lino Voiture n'est pas très content car il aimerait bien avancer très vite et pour cela il a des outils pour essayer de comprendre la situation qu'il ne faut pas négliger, hein. L'examen clinique qu'il est en train de faire, la radio, la tension, tout est indissociable, hein. On ne fait pas des diagnostics sans avoir un minimum d'éléments cliniques, si possible un électrocardiogramme, une tension, et puis ensuite on va peaufiner avec de la biologie, avec des examens de sang, des marqueurs cardiaques et de la radio de thorax pour conclure. Ce sont les outils de l'urgentiste et c'est bien utile pour débrouiller les plupart des situations. Voilà, ça c'est ton SMUR. Le bilan d'une dyspnée, le bilan d'une collapsus, plus un patient est grave, plus il faut dégainer rapidement son échographe d'urgence. On va voir qu'il y a une urgence à poser des images, notamment sur la ceinture de sécurité épigastrique, pour comprendre ce qui se passe au niveau du cœur, des poumons et de la veine cave inférieure. On va pouvoir répondre ainsi. Y a-t-il une insuffisance cardiaque? Y a-t-il un épanchement péricardique, pleural, une pathologie ou une embolie pulmonaire grave? Y a-t-il une autre façon de débrouiller les situations dans le cadre du bilan de la douleur thoracique? Ben oui, s'agit-il d'une pleuro ou d'une pneumopathie aiguë, d'un syndrome coronaire aigu avec les dyskinésies, les péricardites, les syndromes douloureux aortiques, toujours garder en mémoire qu'il y a plusieurs pistes à courir. Chaque fois qu'il y a un motif de recours aux soins, ne pas en écarter une systématiquement et bien rechercher tout le temps les autres. Et on verra que l'échocardiographie d'urgence permet de préciser le remplissage vasculaire, même si nous n'aborderons pas ici le module Doppler qui sera fait dans un autre module. Voilà, alors nous sommes partis avec l'acquisition des premières images. Vous voyez, le patient à la main gauche, ici, il est couché en décubitus latéral gauche, hein. Il a la main gauche repliée sous la tête ici, il est tourné avec sa main droite sur sa cuisse droite, et nous mettons à peu près au troisième, quatrième espace intercostal, le picot tourné vers l'épaule droite. Donc vous avez tout qui est bien représenté ici, et vous avez ainsi le cœur dans sa fonction couchée, hein. On va avoir ici l'oreillette gauche, et là vous allez avoir ventricule gauche. Alors c'est présenté de façon inverse ici. Oreillette gauche et aorte, ce sont des organes qui sont en arrière, parce que ça c'est le haut de l'image, compte tenu du fait que le picot est là, et ça c'est le bas de l'image. Donc vous allez trouver le septum, le ventricule droit, le ventricule gauche. Vous verrez parfois des très jolis cordages mitraux, surtout celui sur la petite valve, le mur latéral ou postérieur sur les incidences, et là vous avez les piliers de la mitrale qui sont utiles à regarder et les cordages. Donc votre flux va essayer d'être traversant comme ça, dans un certain nombre de cas, pour apprécier la coupe transversale petit axe transVG avec en haut le ventricule droit, le septum, le VG et la paroi postérieure. Là nous sommes donc sur la même incidence, on appelle ça la parasternale longitudinale grand axe, hein. On retrouve l'aorte qui est très fine comme ça, qui se ferme très très bien. La mitrale qui fait son double petit mouvement une fois qu'elle a fini sa contraction liée au remplissage rapide du ventricule gauche puis de la contraction de l'oreillette. Vous avez les épaisseurs septales qu'on mesure en dehors des bourrelets, on les mesure là, et qu'on mesure aussi un petit peu à distance du bourrelet qui peut prédominer ici. Donc on passe sous les cordages ici, au-dessus des valves. Et ça, c'est le péricarde. La deuxième incidence à connaître, c'est la parasternale, petit axe. Alors, cette fois-ci, vous voyez qu'avec ma sonde, j'ai fait une rotation et je vais balayer d'arrière vers l'avant. Donc, je suis sur la droite, j'ai coupé l'oreillette droite, le ventricule droit, l'artère pulmonaire, l'aorte et l'OG. C'est la coupe très haute qui est là, justement, en ce moment. Et là, plus je vais aller vers la base, plus je vais balayer mon VG, alors c'est difficile à rendre, et plus je vais avoir la trans-VG, transmuscle papillaire. Ok. Donc ici, il n'y a pas d'image à voir. On va donc demander à l'échographe de nous enregistrer la petite axe trans-VG au niveau du muscle papillaire, hein. Vous voyez que
Le faisceau balaye comme ça, on a coupé en citron le cœur, et on voit donc un petit peu ici le ventricule droit, ça correspond à ça, et ici le septum, puis ici le ventricule gauche, et là le péricarde qu'on voyait tout à l'heure, et là c'est le thorax, quoi. Les muscles papillaires. Donc on voit ici, grâce ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas la graduation, si elles sont là, on voit les centimètres. Donc on peut voir que ce VG, quand il est en télédiastole, c'est-à-dire le plus petit possible, fait moins de 10 mm, donc c'est bien. Là c'est pareil ici, bon, même si l'image est un petit peu moins belle, on fait moins de 10 mm ou 11 maximum, et on a une bonne cinétique. Alors vous voyez, ce que le cardiologue ou l'urgentiste doit apprécier, c'est la réduction de surface. Une réduction de surface de 50% à l'œil, ça correspond à une FEVG à 65%, parce que là nous sommes au carré, il faut l'extrapoler au cube. Et on a aussi la possibilité d'apprécier l'épaisseur septale et ventriculaire gauche circonférentielle, c'est-à-dire régionale, et de dire que la contraction, bah, elle est homogène, hein, et le muscle s'épaissit globalement, bon, c'est difficile à voir, l'image n'est pas extraordinaire, de 50%. Donc si vous avez un épaississement pariétal d'environ 50%, c'est que la FEVG est normale. Alors, la coupe apicale 4 cavités que nous voyons ici est maintenant obtenue avec le passage de la sonde ici, un petit peu plus bas que là, nous l'avons descendu à l'apex du cœur dans le fameux sillon sous-mammaire. On demande à la sonde d'envoyer des ultrasons en direction de l'omoplate droite et on va enregistrer cette image apicale des 4 ou 5 cavités selon que l'on voit l'aorte. D'accord? Donc nous avons ici bien orienté la sonde. Alors il faut parfois balayer un petit peu, et puis balayer de haut en bas ou latéralement, parfois faire un peu de rotation, pour avoir ici ce qui apparaît, les cavités droites, plus petites que les cavités gauches, avec ici la valve tricuspide et la valve mitrale, qu'on va mettre en action, je pense, sur cette vidéo. En tous les cas, là, voilà en vidéo ce que ça donne. Donc, vous voyez une forte contraction, là c'est les veines pulmonaires, ça va être intéressant pour le Doppler. Là, vous avez donc le flux de l'anneau tricuspide qui est plus haut que le flux de l'anneau mitral. Les tailles, c'est-à-dire les surfaces des oreillettes gauches plus petites que les ventricules, c'est normal. D'accord? Et un septum qui a une belle contraction homogène, dont la surface se réduit d'au moins 50%. Voilà, donc retenez bien, tricuspide, septum interventriculaire, septum interatrial et les veines pulmonaires. En apicale 5 cavités, on a juste un petit peu béqué vers le bas, orienté la sonde pour voir apparaître l'aorte ici, qui est ici bien visible. Vous voyez, ça se contracte extrêmement bien, OG, VG, VD, et nous allons pouvoir faire du flux sur l'aorte tout à l'heure, en flux mitral ou en flux continu. La troisième coupe indispensable, car il y a chez certains malades que cette voie d'accès qui est bonne, c'est la sous-costale. Vous voyez qu'il faut que la sonde d'écho soit vraiment dirigée pour passer sous l'aileron costal, enfin sous l'aileron costal. Et donc au niveau de la xiphoïde, on est orienté vers le haut, hein, on va vers l'arrière du rachis, au niveau dorsal profond, hein, il faut vraiment aller vers le bas et non pas vers le dos des lombaires. Hein. Donc il faut que l'abdomen soit bien relaxé, bien relâché, les jambes bien tendues. C'est pour ça que la tête est souvent en bas pour relaxer le ventre, parce qu'il faut appuyer un petit peu. Souvent, c'est facile, surtout chez les patients qui sont bronchopathes, on les fera gonfler la poitrine. Ils gonflent un peu, on voit mieux le cœur et on leur fait faire une apnée. Chez certaines personnes, c'est vraiment une voie idéale où on peut quasiment débrouiller tout de suite un malade et dire qu'il y a une pathologie grave ou rien du tout dès la première pose de la sonde. Donc c'est une image où il faut un petit peu chercher, mais on va y voir beaucoup de choses et ça va être le point de départ de l'analyse de la ceinture de sécurité, c'est-à-dire l'analyse du bas thorax qu'on verra tout à l'heure. Ok? Donc cette sonde, elle va maintenant balayer, nous montrer ce qu'on voit. Donc on voit, comme vous le voyez ici, c'est le cas de dire, un peu de foie au début. Hein. Le right ventricule et le left ventricule, toujours plus petit, triangulaire. On va le voir ici, voilà, le ventricule droit est triangulaire, le ventricule gauche a une excellente contraction, là il y a des oreillettes, et on voit que tout ça est homogène. Donc c'est une coupe indispensable pour apprécier les relations entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Le ventricule droit fait 2 tiers maximum du ventricule gauche, à condition que votre sonde
mettre les deux valves sur la coupe. Sinon, vous risquez d'avoir des... Vous voyez, comme ici, on a l'impression que le ventricule droit est tout plat, là. Faut faire attention aux effets de la respiration aussi, pas se faire avoir avec des images trop rapidement acquises. Donc, xiphoïde, décubitus dorsal, genou plié, direction initiale de la sonde vers le rachis, puis balayage vers le haut et parfois une rotation légère. La sous-costale, pour voir l'aorte, une fois qu'on est là, il faut tourner vers la gauche, en rotation gauche avec le picot vers le haut, la petite lumière qui est là. Vous allez voir la veine cave, la mesure se fait à 20 mm, dit-on, de l'abouchement. Bon, à peu près, voilà, faut pas être trop près. Il faut surtout avoir une très belle veine cave bien longue pour parler de la mesure de la veine cave. Hein. Ici, en plus du Doppler. Et on mesure le plus grand diamètre en compliance, en inspiration. Donc, quand on inspire, on mesurera aussi le plus grand diamètre en inspiration gonflée. C'est ça la compliance, c'est la réduction du calibre d'une veine cave inférieure de 50%. Vous voyez, le malade respire là, et vous avez vu comme la veine cave, sans faire un sniff test, hein, il n'a pas fait l'inspiration rapide, il a juste respiré correctement. Là, nous étions sur je sais pas moi, du 15, 16, 17 mm, et le foie, l'atrium, et nous avons obtenu une belle compliance de la veine cave inférieure, qui peut être comme ça chez un adulte jeune qui respire tout à fait bien, qui est bien hydraté. Il y a des gens tout à fait des veines caves très visibles comme ça. Elle est légèrement dilatée, mais compliante. Ça n'a pas de valeur pathologique chez un patient jeune qui s'hydrate bien. L'aorte abdominale, je vais aller très vite. Hein. Vous étiez juste à côté de la veine cave qui est juste au-dessus là. Eh bien, vous avez la possibilité de voir la veine cave, voilà, l'aorte abdominale ici. Vous voyez qu'elle est pulsatile, on peut la voir dans les deux coupes. À partir d'ici, il suffit de faire une petite rotation et de balayer vers le bas pour essayer de détecter un anévrisme. La SUSE aortique, je ne vous la présente pas, on n'en fera pas avec cette petite sonde. C'est pour des mesures de Doppler un peu sophistiquées dans le cadre de rétrécissement aortique ou de recherche de dissection aortique. Vous voyez qu'on peut le faire au-dessus de la fourchette sternale. On regarde les flux, petite vitesse, grande vitesse. On va maintenant estimer la fonction systolique, c'est-à-dire la contractilité du ventricule gauche. Pour cela, on va revenir à une coupe qu'on n'a pas encore vue tout à l'heure. On était assez haut près du sternum. Hein. Nous avions le ventricule droit, le ventricule gauche. Nous avons vu les cordages, le pilier de la mitrale oreillette gauche, l'aorte. On va estimer cette contraction au-dessus des valves mitrales. Comment ça se contracte? Est-ce que c'est homogène? Est-ce que ça se raccourcit d'au moins 33%? Ça serait pas mal, parce que là, on est en diamètre, donc 33, 50, 65. On n'est pas encore, on n'a pas de surface comme au carré, et au cube, c'est le fraction des volumes. Donc là, c'est simplement des distances. Donc 33%, c'est très bien, les valeurs normales sont autour de 33. On se méfiera du diamètre du ventricule gauche au-dessus des valves lorsqu'il fait plus de 60 ou plus de 45 en fin de systole. D'accord? Donc on repérera sa taille, sa cinétique, son épaissement segmentaire, et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc c'est une image très... Voilà, c'est un sujet jeune, là il se contracte bien, et non, il y a tout qui part. La valve mitrale ici que vous voyez, ça a été vite. Là c'est le VD, là c'est le VG. Là c'est l'oreillette gauche, là c'est l'aorte, et voilà, ça donne ça. Alors hop, vous voyez comme la contraction mitrale est efficace, elle fait un double mouvement parce qu'on est en rythme sinusal. On voit bien les cordages. Ok? Donc, on va continuer à faire des mesures. Je fais avec un temps mouvement ou avec un petit curseur manuel une mesure de plus grand diamètre diastolique, éventuellement couplé avec un ECG, sur le plus petit diamètre systolique. Je peux aussi mesurer, c'est ça l'épaisseur du ventricule gauche, c'est en fin de contraction, donc en télédiastole. On mesure l'épaisseur septale ici, l'épaisseur de la paroi postérieure, qui couplée à la valeur du ventricule gauche va donner, grâce aux formules automatiques, la masse ventriculaire gauche, et c'est comme ça qu'on définira l'hypertrophie antérieure gauche, grâce à cette épaisseur septale, cette épaisseur latérale, et cette dimension ventriculaire gauche en télédiastole. D'accord? Donc le curseur est placé juste au-dessus des valves, et on regarde ces différences de fraction de raccourcissement. Rien qu'à l'œil, s'il y a 33% de fraction de raccourcissement, on l'a déjà dit, c'est excellent, il n'y a pas de problème. Épaisseur septale normale. Je vous ai mis les chiffres comme ça qui sont académiques, vous pourrez les retrouver. La fraction d'éjection, c'est un module plus compliqué qu'on ne peut pas faire avec un V-scan parce qu'il va falloir utiliser la détection des contours de l'endocarde en télédiastole, puis en télésystole
puis il va falloir refaire les calculs en faisant une rotation de cavité pour faire euh, un Simpson de plan avec 4 cavités. Donc ça demande vraiment du très bon matériel. Donc il vaut mieux, nous, en matière d'urgence, s'habituer à comparer cette surface à cette surface-là, une fois qu'il y a eu, il y a eu vous voyez, la contraction, et de dire si la fraction d'éjection, elle est d'au moins 50% visuellement. S'il est d'au moins 50% visuellement sur une surface, ça correspond à 65% sur un cube. Voilà. Donc la fraction d'éjection normale est de 55%, c'est-à-dire un peu plus haute. Hein, c'est la valeur limite, hein, ça. Elle est supérieure à 55. Elle est modérément altérée entre 54 et 36 et elle est sévère entre 35. Voilà, donc ça, c'est les chiffres à retenir. Voici un VG qui se contracte bien, on l'a déjà vu tout à l'heure, vous voyez, avec l'APEX. Donc là, on peut faire une estimation de réduction de surface, d'où on tirera la fraction d'éjection visuelle. Ou ici, on peut aussi se servir de la parasternale ici pour des fractions de raccourcissement, d'où on tirera la fraction d'éjection, mais il y a plus d'approximation car on ne voit pas l'APEX ici, notamment. Donc c'est un peu plus compliqué de faire une fraction d'éjection estimée à partir d'une fraction de raccourcissement. On peut dire simplement que la fonction systolique du VG a l'air bonne ici, mais franchement, il nous manque toute cette partie-là, et on n'a pas développé le cœur dans toutes ces parois. Là, on n'en a que deux, hein, la paroi septale, la paroi latérale. On n'a pas la paroi inférieure, la paroi supérieure. D'accord? Donc on observe la cinétique mitrale, la cinétique aortique, le diamètre au-dessus des valves et on apprécie la fraction de raccourcissement. C'est pas mal. On compare ces surfaces, on l'a déjà dit. Ça nous fait un Simpson en 4 cavités et on a vu ce qui était des valeurs normales. Et bien voilà. La fraction d'éjection ventriculaire est tout à fait normale chez ce patient. D'un seul coup d'œil, vous voyez bien, la mitrale vient toucher le septum, l'épaisseur latérale est rapidement augmentée de 50% et il n'y a pas de fuite valvulaire. Donc ça c'est un Doppler. Alors ça va un peu vite, je suis désolé. Là c'est la parasternale petit axe, contraction segmentaire tout à fait homogène, réduction du grand diamètre de 33%. Là c'est une FEVG en surface apicale, réduction des deux surfaces diastole sur systole. Le VG n'est pas dilaté par rapport au VD. Là nous sommes passés en apicale deux cavités, vous voyez qu'on a fait disparaître les deux autres. Et on peut faire cette réduction de cette estimation de surface systole et diastole pour avoir la FEVG. Voilà, je continue, vous ferez des petits exercices pour essayer de commenter vous-même ces images. Voilà trois types de FEVG altérés. Vous allez voir, c'est pas très dur. Hein. C'est des images de V-scan, elles sont pas bonnes, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il vaut mieux apprendre à travailler avec des mauvaises images qu'avec des très bonnes images. Vous êtes moins perdu. Là, vous voyez bien que la valve mitrale s'ouvre à peine. Hein, il y a du bas débit transmitral. On voit bien que ça s'épaissit un petit peu, mais c'est pas génial. Là, ça s'épaissit pas du tout. Et que la fraction de raccourcissement n'est pas de 33% là. D'accord? Elle est de l'ordre de 15%, en tout cas c'est 10-15%. Donc ça fait, vous multipliez par 2, ça fait 25% pour la FEVG, vous voyez, j'étais pas loin. 15%, ça ferait 30. Et ben voilà, on les a. Donc le flux aortique, le flux mitral. Là, on va faire le même malade en apical. On a une impression de mollesse comme ça. Hein, bon, c'est pas sur votre ordinateur, j'espère que ça passera bien. On voit une surface vraiment peu réduite. Grâce à cette estimation combinée, ça et cette coupe parasternale transvégée en citron, hein, on l'a vu tout à l'heure, le VD, le septum, le VG, on voit que cette impression que les réductions de surface sont très modestes et qu'on est plutôt dans de l'ordre de 30%. Vous voyez qu'ici, on a du 45%, c'est un petit peu mieux, ça s'épaissit. Ça s'épaissit. La mitrale est quand même poussive hein, pour se remplir, ça va pas loin, il y a quand même pas des gros débits. Là, on est en apical en 45%, c'est un peu mieux. Bon, je suis désolé, c'est pas parfait, mais on voit que c'est pas normal, mais que c'est pas catastrophique. Et c'est ça le 45%. Et ça, c'est à peu près pareil, c'est un petit peu mieux qu'au-dessus, mais voilà, des images qui sont... on a vraiment besoin des trois pour se faire une estimation visuelle. On ne vous demande pas de donner des pourcentages, hein. On vous demande de dire très altéré, altéré ou normal. Voilà. Et ici, vous avez très altéré et altéré. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est encore à 30%. Ouais, 30%, vraiment, c'est pas difficile. Là, ça contracte très peu. Il y a même un petit peu de dyskinésie entre les parois.
la mitrale s'ouvre pas bien. Souvent, ça s'accompagne d'une grosse fuite mitrale centrale, parce qu'il y a beaucoup de pression ici. Donc, le flux bleu mosaïque indique une fuite centrale assez importante. Il faut bien regarder le début du cône ici pour voir si c'est des grosses IM. Là, vous avez encore une autre FEVG à 30%, c'est très altéré. Oui. Ça contracte vraiment pas bien. Là, il ne faut pas hésiter à dire 30%. Là, c'est quoi? C'est oui, bon, là on voit pas bien. C'est du 30%. Là, c'est pour moi, oui. Là, c'est plutôt du 15%. Hein. Vous voyez que les oreillettes sont gigantesques et on est plutôt sur du 15-20% là, avec une mitrale qui a été tronquée par la coupe. C'est certainement pas son mouvement normal, mais on est sur du 15-20-25%. Il est en FA en plus, c'est pas bon du tout. Et là, c'est une mauvaise image également, mais vraiment très mauvaise. Je suis désolé, mais on voit que ça ne contracte pas du tout. Donc même si vous avez des mauvaises images, vous pouvez dire que les conditions techniques sont difficiles, mais que la FEVG est très très altérée. D'accord? Le remplissage, on l'a vu. À droite, le remplissage reflète la volémie, mais ne reflète pas les pressions de remplissage du ventricule gauche. Enfin, les reflète indirectement, mais entre les deux, il y a le poumon. Donc là, nous avons la volémie qui est estimée par la veine cave. D'accord? Donc on sort, on est en sous-costal, on essaie de bien aligner la veine cave, et le diamètre doit être inférieur à 17 même pour ne pas être... la normale c'est 17, mais on peut aller jusqu'à 20 s'il y a compliance. En inspiration, voilà, les pressions sur l'oreillette droite normale. Donc inférieur à 17 ou inférieur à 20 et compliance supérieure à 50%. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait d'autres images ici. Voilà des veines caves dilatées, mais compliantes, d'accord? Là, veine cave. Attention, il y a parfois des respirations qui font semblant que la veine cave est dilatée et compliante. Là, je ne trouve pas. C'est ce petit OK, là, ça ne me plaît pas. Là, en bas, c'est le même malade avec le Doppler couleur. Vous voyez que c'est pas compliant. Hein. Donc, on est sur des graduations à 18%, c'est pas compliant. Là, le patient est hyper hydraté, mais c'est peut-être compliant. Alors, ben là, on ne sait pas. Voilà, il est hyper hydraté tout court. Et hypervolémie ne veut pas dire insuffisance cardiaque d'ailleurs. Et celui-là, il est bien dilaté. C'est le même malade que tout à l'heure. Et là, cette coupe-là, c'était pour nous montrer des veines caves qui sont compliantes. Voilà, c'est le même malade que là, deux coupes différentes. Celui-là, il a la veine cave un peu dilatée, mais il est compliant. Celui-là, la veine cave un peu dilatée, il n'est pas trop compliant en bas. Et là, je pense qu'il y a un petit mouvement du phrénique qui trompe. Il n'est pas compliant. Et là, c'est une veine cave inférieure où il est absolument hypervolémique. Hein, il a plus de 20-25, mais il est hyper hydraté. Voilà. L'œdème interstitiel, c'est-à-dire l'effet de l'eau dans le poumon, ou de l'œdème, de l'inflammation dans le poumon, se voit très bien en échographie pleurale. Quelle que soit la sonde que vous utilisez, cardiaque, pulmonaire, ou une sonde même superficielle, vous devez prendre l'habitude de rechercher l'œdème pulmonaire ou une pathologie pulmonaire dans l'évaluation d'une dyspnée ou d'une douleur. Ça, c'est une côte, d'accord? Cette côte, elle donne une ombre, et juste à côté de la côte, donc de l'ombre, il y a du poumon. Vous voyez cet aspect un petit peu en sucre mouillé. Et vous avez donc la peau, et vous avez la ligne pleurale. Voilà, la ligne pleurale, elle est là. Elle va se répliquer ici, dans une belle image. Il faut essayer d'avoir les artefacts de réplication de la plèvre. C'est normal, c'est de la réverbération, et c'est très important de les avoir. Ça veut dire que votre sonde est bien perpendiculaire au poumon et que votre poumon est sain. D'accord? Donc c'est tout le paradoxe. Par contre, si vous avez ici un petit peu de densification comme ça sous la plèvre et des B-lines, on appelle ça les lignes B, ça on appelle ça les lignes A. Les lignes B sont verticales, elles sont centrifuges ou centripètes, elles s'élargissent beaucoup, plus elles sont larges, plus elles sont nombreuses. On les appelle ça en roquette ou en queue de comète. Plus elles sont nombreuses, larges et multiples, vous allez voir qu'on peut faire le diagnostic d'embolie pulmonaire. Si elles sont larges, multiples, qu'elles partent bien de la plièvre et qu'il n'y a pas de condensation pulmonaire ou pneumopathie. Et si elles sont postéro-diaphragmatiques, c'est-à-dire dans le dos, ou antéro-supérieures, c'est-à-dire au-dessus de la poitrine, eh bien c'est que l'œdème pulmonaire est diffus. Voilà. Alors là, ça c'est de la ligne A et ça c'est de la ligne B. Ok? Alvéolaire interstitial syndrome. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, deuxième chose à voir, c'est les épanchements péricardiques. Donc l'épanchement péricardique, vous voyez qu'il
il est généralement circonférentiel, mais pas toujours. L'image n'est pas très bonne, mais ça n'a aucune importance. Ce que je veux que vous voyez des mauvaises images. Vous voyez qu'on a ici, vous pouvez vite calculer qu'il y a plus de 20 mm et que ce patient doit aller se faire drainer. 20 mm, c'est indiscutable. Indiscutablement, même s'il y a plutôt une bonne tolérance hémodynamique, c'est une indication au drainage qui peut se faire soit par un radiologue, soit par un réanimateur, soit par un urgentiste, soit par un cardiologue. Et le mieux, c'est d'être en chirurgie s'il y a en plus besoin de faire des gestes complémentaires, des biopsies ou des évaluations de surveillance, etc. Ok, donc épanchement péricardique, plus de 20 mm, vous devez tiquer, mais entre 10 et 20, il faut regarder le ventricule droit et voir s'il n'est pas écrasé. Ici, on voit que le ventricule gauche. Ça s'appelle une tamponnade. Voilà, alors ici, avec le ventricule droit n'est pas écrasé, que le ventricule gauche garde sa convexité, donc cet épanchement pleural là n'est pas important. On va le signaler, l'oreille gauche est dilatée, mais c'est pas très inquiétant, et en plus la veine cave inférieure n'est pas dilatée, donc on va dire qu'il y a un épanchement péricardique non compressif inférieur à 1 cm, qui est banal dans l'insuffisance rénale. Voilà. Ici, nous avons affaire à une autre pathologie, je vous laisse regarder des images, je vous laisse repérer le côté gauche-droite de la coupe apicale. Vous savez qu'il y a des gens qui mettent le cœur droit à droite et le cœur gauche à gauche, à droite aussi, ça dépend. Donc ils inversent la position académique, les Anglais notamment par rapport à nous, évidemment. Et vous voyez ici que la mitrale est un petit peu plus haute que la tricuspide, bon c'est pas évident à voir. Le muscle est plus épais, la coupe est vilaine, mais c'est pas grave parce que ce que l'on voit ici c'est indiscutablement une pathologie thromboembolique avec un thrombus qui essaie de passer ici. Et un ventricule droit extrêmement dilaté et hypokinétique. Vous voyez comme il appuie sur le septum, il empêche le septum de travailler. Donc ça, c'est une interférence VD-VG très importante avec un risque de tamponnade. Donc cette coupe apicale qu'on peut retrouver en sous-costal aussi exactement pareil. Quand vous voyez un très gros VG, plus gros que le VD, et que le VG a cette cinétique-là, ça va mal se passer. C'est ce qu'on appelle les embolies pulmonaires très graves. Généralement des cœurs pulmonaires aigus très évidents cliniquement. Toute défaillance cardiaque, brutale, mettez une sonde sous-costale pour voir si vous n'avez pas le VD. Souvent, c'est un diagnostic pour lequel on n'a pas besoin de scanner. Quand on voit soit le thrombus, soit un VD aigu comme ça, on peut commencer à traiter comme une embolie pulmonaire immédiatement. Ce qui nous permet d'éviter des choses, des cascades thérapeutiques inutiles, des examens inutiles. Voilà. Vous cherchez s'il n'y a pas une phlébite dans les membres inférieurs, et puis c'est bon. Voilà, le diagnostic d'embolie est fait, pas besoin de scanner d'ailleurs. Vous voyez ici ce que ça donne. Nous avons tourné la coupe parasternale petit axe, et nous avons le tout petit ventricule droit de tout à l'heure, il est bien supérieur à la lumière du ventricule gauche. On est à 2 fois le diamètre VG à la louche. Et vous voyez qu'il y a un écrasement, on a perdu la sphéricité, donc une interférence VD-VG très importante sur ce VG qui évidemment ne peut pas débiter. Donc le VG n'a aucune difficulté à travailler parce que le VD, lui, mouline pour essayer d'envoyer du sang dans l'artère pulmonaire. Malheureusement, c'est pas possible. D'accord. Donc dilatation du VD, thrombus à cheval, vous avez les images ici, et ici dilatation VD, anomalie de la cinétique septale. C'est vraiment le début de la médecine d'urgence. Voilà, on a vu la volémie, on a vu l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance ventriculaire, bon, on n'a pas tout vu, notamment les grosses fuites valvulaires et les insuffisances cardiaques à FEVG préservées, mais ça sera pour un autre cours. N'oubliez pas de conclure l'examen en précisant les conditions techniques, la fréquence cardiaque, l'appareil que vous avez utilisé. Gardez des notes et une traçabilité. Vous commencez par exemple à parler du VG et du VD. Le VG est-il hypertrophié, est-il dilaté, est-ce qu'il y a une fraction d'éjection visuelle normale altérée ou pas? Est-ce que la cinétique VG vous paraissait normale ou pas? Des fois, vous pouvez voir des poches à kinétique, c'est évident. Des fois, vous pouvez dire, je ne sais pas. La médecine, l'échographie, c'est oui, non, ne sait pas. Ensuite, vous attaquez les anomalies valvulaires. Est-ce que vous en avez vu des importantes, c'est-à-dire des grosses fuites ou des grosses calcifications ou pas? Vous les signalez pour que ça nous donne envie d'aller faire ensuite du Doppler ou des choses comme ça. Vous précisez la taille des oreillettes. Évidemment, je ne sais plus si je vais le mettre, mais il y a le VD également à signaler par rapport au VG. Et le voilà, le VD est là. VD est-il petit, normal ou dilaté? 2 fois supérieur à 2 tiers. Le péricarde est-il sec? Est-il un peu, est-ce qu'il y a un épanchement? Est-ce que vous ne pouvez pas en dire plus? Ou alors est-ce que au contraire, cet épanchement
est un fer à 2 cm, non compressif, mais où est-ce qu'il est en tamponnade avec cette compression du VD. La veine cave, n'oubliez pas de la préciser, hein, c'est taille, normalement un fer à 20 mm, mais compliante, sinon un fer à 17 mm, et elle est dilatée au-dessus de 20 mm, et on précisera sur la compliance, c'est très important. Le poumon, bah évidemment, ça c'est très important, hein, les épanchements pleuraux, les lignes B, on en a parlé ici, on va en dire leur nombre, leur volume, leur répartition sur au moins 4 points. Sur les côtés, les lignes axillaires basses est considérée comme postéro-inférieure, et au-dessus du thorax, là, sous les clavicules, on en recherche en faisant bien respirer, en faisant apparaître les lignes A, on les note si elles sont nombreuses, larges, diffuses et associées à des épanchements pleuraux. Ça nous permettra de faire une belle description et cette description sera intégrée au reste de la clinique pour faire un diagnostic syndromique plus précis. Voilà, je vous remercie.